Si je vous parle du mensonge, vous pensez certainement au fait que quelqu'un trompe quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un se ment à lui-même. Vous avez donc considéré que deux mots étaient peut-être synonymes, mentir et tromper. Le mensonge suppose bien évidemment de tromper. Mentir implique la tromperie. Cependant, aussi étonnant cela soit-il, l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Vous pouvez tromper quelqu'un sans avoir à lui mentir. J'aimerais donc ici vous montrer comment l'homme politique réussit à nous tromper sans faire usage du mensonge. Pire, si vous lui reprochez ces tromperies, il sera capable en retour de vous accuser. C'est lui qui vous reprochera d'avoir attribué à ces paroles un sens qu'elles ne contenaient pas. Le politicien pourra ainsi vous montrer que vos accusations sont infondées puisque c'est vous, d'après lui, qui interprétez de manière incorrecte ses propos. Et il aura raison. Et comment est-ce possible de tromper sans mentir? Eh bien, pour le comprendre, faisons un détour en analysant une simple idée géniale du grand philosophe et logicien Bertrand Russell, nommé Lord Russell. Dans un ouvrage publié en 1959 et intitulé Signification et vérité, Russell donne en exemple une phrase qui semble vraie, mais qui de fait n'est ni vraie ni fausse. La phrase est la suivante: un lapin est plus gros qu'un rat. Russell montre que cette phrase est si générale et imprécise qu'elle ne peut être considérée comme vraie ou fausse. Elle manque d'informations complémentaires pour qu'on puisse lui assigner une table de vérité. En effet, des jeunes lapins peuvent être plus petits qu'un vieux rat. Un jeune rat peut être plus petit qu'un lapin adulte. Et enfin, certaines espèces de lapins peuvent être plus grandes ou plus petites que certaines espèces de rats. En elle-même, donc, la phrase « un lapin est plus gros qu'un rat » n'est ni vraie ni fausse. Et alors, la phrase inverse « un rat est plus gros qu'un lapin » n'est elle aussi ni vraie ni fausse. Pour tromper quelqu'un sans lui mentir, il faut pouvoir précisément exploiter des phrases générales et imprécises, mais en cachant leur imprécision. Ainsi, ce sont vos interlocuteurs qui se tromperont sur la signification de vos phrases. Et lorsqu'ils s'en apercevront, ils ne pourront vous reprocher vos mensonges. Et prenons trois exemples différents dans le monde politique. Un gouvernement envisage une réforme qui risque d'engendrer des manifestations de grande ampleur. Plus les manifestants seront nombreux, plus le mécontentement risque de s'aggraver, puisque les gens qui ont hésité à manifester pourront vouloir manifester en se rendant compte que les mécontents sont nombreux. Le gouvernement a donc tout intérêt à ne pas donner le nombre exact de manifestants. Mais s'il le connaît et qu'il donne un autre chiffre, il ment. Alors, il pourra utiliser une stratégie pour tromper sans mentir. La voici. Imaginons qu'il y a eu 3 millions de manifestants. Si je vous dis qu'il y en a eu 400 000, je vous mens. Mais imaginez que je vous dise, aujourd'hui, il y a eu plus de 400 000 manifestants. Je ne vous ai pas menti. 3 millions de personnes, c'est bien plus que 400 000 personnes. Mais l'homme politique, évidemment, veut que vous pensiez qu'il y en a eu certainement 417 000, voire 420 000. Et c'est ce que vous pouvez penser quand on vous dit qu'il y en a eu plus de 400 000. Si vous découvrez cependant qu'il y en a eu 3 millions, vous ne pourrez accuser l'homme politique de vous avoir menti. Il a juste voulu que vous trompiez à partir de son énoncé, prisonnier d'une trop forte généralisation. Mais prenons d'autres exemples, cette fois-ci plus machiavéliques. Deuxième exemple. Un homme politique s'aperçoit qu'une réforme envisagée n'est guère populaire. Imaginez la réforme des retraites. Un élu proclame alors que si l'on vote pour lui aux prochaines élections, il n'imposera rien au peuple sans son consentement. Il promet un référendum sur le sujet. Et vous vous dites alors qu'un tel homme politique mérite toute votre considération. Mais attention, et pour deux raisons.
La première, c'est que cet homme politique ne vous a pas précisé si le référendum qu'il fera sera un référendum décisionnel ou consultatif. Car le premier référendum prévoit d'imposer le résultat d'un vote. Si la majorité des votants est contre la réforme, celle-ci alors ne verra pas le jour. Mais le second type de référendum est différent. Un référendum consultatif ne sert, comme son nom l'indique, qu'à consulter le peuple, afin de prendre la température, afin de voir de manière plus précise qu'un sondage ce que souhaitent les citoyens. Mais le consulter n'implique pas de le considérer. Un gouvernement peut donc ne pas appliquer ce qu'espère le peuple lorsqu'il usera du référendum consultatif. Et vous ne pourrez reprocher en effet à l'homme politique de vous avoir menti. C'est vous qui vous êtes trompé en croyant qu'il imposera nécessairement un référendum de type décisionnel. Mais il n'a absolument pas précisé le type de référendum prévu par la loi auquel il pourrait recourir. Il y a enfin une deuxième raison de se méfier, car on ne sait absolument pas comment se présentera le contenu de ce référendum. On peut en effet vous demander si vous êtes pour ou contre la réforme des retraites. Mais on peut vous demander si vous êtes pour l'âge de départ à la retraite à 65 ans ou plutôt pour un départ à 64 ans. Dans le premier cas, c'est la réforme elle-même qui est l'objet de la décision. Dans le second cas, on vous l'impose d'office, mais on vous donne juste le choix entre deux âges différents pour partir à la retraite. On ne vous demande donc plus si vous êtes pour ou contre. À nouveau, on ne vous a pas menti. C'est vous qui avez à nouveau imaginé comment devait se présenter le contenu de ce référendum. Troisième exemple. Rappelons ce fameux slogan de Nicolas Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus. Imaginons une ville dans laquelle on demanderait à des salariés d'une médiathèque de travailler le dimanche. On leur dirait cependant que leur salaire sera plus élevé que les autres jours de la semaine. Puisqu'ils acceptent de travailler davantage, ils gagneront davantage. Pas seulement en contenu total, mais au niveau du tarif horaire. Tout le monde accepte avec plaisir. À la fin du mois, cependant, les salariés découvrent qu'ils ont, en effet, gagné plus. Ils ont gagné 6 centimes d'euros de plus de l'heure. Bien évidemment, les salariés sont indignés, parce qu'ils imaginaient que leur pouvoir d'achat augmenterait. Avec 6 centimes d'euros de plus par heure, vous n'avez aucun réel pouvoir d'achat supplémentaire. Vous comprenez alors que l'indétermination du mot « plus » facilite la tromperie et l'égarement. On ne vous a jamais dit ce que voulait précisément dire ce plus, quelle était la nature de ce plus. Ce comparatif de supériorité reste vague, flou et imprécis. Prenons un exemple bonus pour nous faire plaisir. Vous comprenez par exemple la différence entre l'article « les » et l'article « des ». Les chômeurs, les hommes politiques, les retraités, les enfants, les femmes sont des amorces de phrases qui prétendent désigner une totalité, l'ensemble des personnes. Dire des chômeurs, des hommes politiques, des retraités, des femmes sont des expressions au contraire qui ne se réfèrent qu'à une partie d'entre eux. Il existe cependant une autre différence. Le premier terme, qui est une généralisation, a le mérite d'être clair. Il désigne précisément l'ensemble sans exception. Il s'agit de tout le monde. Le second, toutefois, a le mérite de ne pas confondre la partie et le tout. Mais il reste complètement opaque dans la mesure où l'on ne connaît pas la quantité en question. Or, une quantité est nécessairement variable. Elle peut être petite, moyenne, ou grande, ou très importante. Quand j'affirme par exemple que des chômeurs profitent du système d'aide sociale, phrase différente de celle qui dit que les chômeurs profitent du système, la question évidemment est de savoir si c'est vrai, mais surtout, si elle est vraie, de connaître ce nombre de chômeurs. Car il est possible qu'il n'y en ait que 3%, ce qui n'est rien. Pour faire croire qu'une quantité est grande, il suffit de répéter une phrase un nombre incalculable de fois.
À force de répéter l'idée un très grand nombre de fois, on finit par croire que la quantité de personnes en question doit être importante, puisqu'on y insiste. Prenons ainsi un exemple qu'on trouvera dans un ouvrage de deux sociologues, La violence des riches, de Monique et Pinceau-Charlot et Michel Pinson. À plusieurs reprises, en son temps, Nicolas Sarkozy s'était plaint de la fraude à la sécurité sociale. 400 millions d'euros certaines années. Ce chiffre en lui-même, il est difficile de se rendre compte ce qu'il représente. Représente-t-il une grande ou une petite somme? On peut penser que cela doit être une grande somme, vu que les hommes politiques ne cessent de s'y référer à plusieurs reprises. À force donc de répéter une idée, on finit par se dire que le chiffre en question doit être important. Pourtant, si vous regardez les mêmes années, la fraude aux cotisations patronales, pour comparer les chiffres, vous découvririez qu'elle peut atteindre, cette fraude, 16 à 20 milliards d'euros. Et vous prenez donc conscience qu'une fraude de 400 millions d'euros est en fait une infime quantité. Il y a donc une fraude, mais celle-ci est infime par rapport à une autre fraude dont on ne vous parle jamais. Vous croyez être devenu vigilant grâce à cette distinction entre mentir et tromper. Vous vous dites que l'imprécision est visible et que vous pouvez facilement en triompher. Ce n'est hélas pas toujours le cas, et je vous propose un exercice pour le vérifier. Imaginez que moi je sois votre président. Une pandémie éclate. Cependant, je vous dis haut et fort, la main sur le cœur ou la Bible, au choix, que jamais je ne fermerai les lieux publics, bibliothèques, médiathèques, salles de cinéma, salles de concert, malgré la diffusion de cette pandémie. Et je vous rassure, il n'y aura pas non plus de tests et de passes pour y accéder. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous voyez en quoi vous pouvez vous tromper sur le sens de cette phrase et de cette proposition? Vous risquez en effet de penser ceci. Les lieux publics ne fermeront pas malgré la pandémie. Or, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que moi, je ne les fermerai pas en tant que président. Je n'ai donc pas dit que je m'engageais à ce que les lieux ne soient jamais fermés. Il est donc présupposé que d'autres personnes que moi puissent les fermer. Les maires ou les préfets pourront être en effet responsables de la fermeture de ces lieux. Et donc moi, je vous dirai en tant que président que ce n'est pas moi, président, qui les ai fermés. Ce sont les maires qui avaient l'autorisation de pouvoir les fermer en étant responsables de leur commune. Il y a donc une différence énorme entre dire que je m'engage à ne pas fermer les lieux publics et je m'assure que personne ne puisse les fermer. Et l'homme politique pourra donc rire aux éclats en voyant comment, sans vous mentir, il a réussi à faire que vous vous trompiez sur le sens de ses propres paroles.